mbaw yu may mbaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la sañ a attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Alors, coordonnateur de M23, coordonnateur de F24, Mamadou Mbodj, bonjour. C'est un plaisir, encore une fois, de vous accueillir à Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci, Bayomar. C'est moi qui vous remercie de me donner l'occasion, évidemment, de parler de l'histoire de ce pays et peut-être du F24. Et je vous remercie et je présente mes salutations aux auditeurs de Sud FM et à tous les Sénégalais. Merci encore une fois, un témoin de votre temps. Quand je dis témoin, je dis acteur des mutations en cours, mais surtout des faits politiques d'hier à aujourd'hui. Mamadou Mbodj, oui, vous avez assisté à la manifestation des F24. Oui, quelle première réaction 24 heures après? D'abord, il faut dire qu'on est satisfait de cette manifestation parce que ce que nous avions prévu, on l'a obtenu. C'est-à-dire une manifestation monstre, une adhésion des populations, des jeunes à la cause du M23. Il y a eu un constat facile à faire, la présence massive de jeunes, de femmes et de vieux, de vieilles personnes qui sont venues massivement répondre à notre appel. Et cela montre simplement que il y a une adhésion forte de la population sénégalaise à ce que veut le F24. Ce que veut le F24, ce n'est pas autre chose que la paix. Ce que veut le F24, ce n'est pas autre chose que la préservation de la stabilité, la préservation de l'exception sénégalaise, la préservation de l'harmonie ethnico-religieuse. Cela veut dire simplement que le F24 et les populations s'opposent à la violation de la Constitution, s'opposent à la politique qui consiste justement à emprisonner des personnes qui n'ont commis un autre délit que celui d'exprimer leur opinion, que celui de revendiquer des droits élémentaires. Et nous voulons ensemble, évidemment, trouver les moyens par lesquels on va dissuader le président Macky Sall, on va l'amener à renoncer à cette funeste et mortifère intention de nous imposer une candidature à un troisième mandat illégal et illégitime. Est-ce que l'histoire se répète? Parce que oui, en 2012, vous étiez là, avec la même revendication. Est-ce que c'est une répétition de l'histoire? Mais on est peiné, on est très peiné. Et c'est avec regret qu'on constate qu'on doit aujourd'hui encore parler de troisième mandat. Parce que ce n'est pas seulement une répétition de l'histoire, c'est un recul démocratique. Un grave recul démocratique. Parce que lorsque, à la fin des événements de 2011-2012, M. Macky Sall a été porté à la magistrature suprême, les Sénégalais espéraient qu'il en était fini de la question du troisième mandat. D'autant plus que M. Macky Sall a eu l'intelligence, j'allais dire, sociale, de questionner le bon vouloir des Sénégalais, de questionner ce que veulent, ce que les Sénégalais attendent. Et il a tellement compris, il a tellement bien entendu les Sénégalais que dans ses slogans, comme dans son projet politique de Yonou Yokouté, il a décliné les attentes des Sénégalais. Vous avez été proche de l'homme en question dans les combats d'hier? Oui, proche dans le sens où on était ensemble. On était ensemble, projetés ensemble à combattre le troisième mandat. Projetés ensemble à unir les Sénégalais pour que l'on tourne la page de la dictature, du Wahwahet. Dictature? Oui, oui, parce que lorsque les pouvoirs, tous les pouvoirs, sont concentrés entre les mains d'un individu, d'un clan, on est dans la dictature. Et évidemment, aujourd'hui plus que jamais d'ailleurs,
on assiste à une propension à des dérives autoritaristes qui ne sont pas autre chose que des formes d'expression de la dictature. Mais alors, Mamadou Mbodj, invité d'objection, oui, dites-nous, comment en êtes-vous arrivé à la manifestation de ce vendredi? Comment? Peut-être qu'il faudrait faire la genèse. Oui, c'est surtout ça, oui. La genèse du F24, je crois qu'on devrait partir du mois d'octobre déjà, lorsque des leaders des organisations de la société civile, comme Y'en a marre, Africa Jom Center, RADDHO, Ligue sénégalaise des droits de l'homme, et des personnalités indépendantes, je crois qu'on était 8 ou 10 au départ, le premier jour. Donc on s'est rencontrés pour dire, attention, l'Iram qui n'est pas le Djem. Il n'est pas question qu'on reste les bras croisés et laisser passer, évidemment, tous les signaux qui indiquent que demain, M. Macky Sall va présenter sa candidature. Des signaux de quelle nature? Mais des signaux d'ordre théorique et pratique. De quelle nature? Théorique d'abord, parce que concrètement, à la question de savoir, je crois que c'était le 30 décembre, est-ce que M. Macky Sall allait se présenter ou non, il a répondu oui, ni oui ni non. Or, cette réponse est à la fois ambiguë et claire. Ambiguë parce que à première vue, on ne sait pas quelle est la bonne réponse, mais claire dans la mesure où il n'y avait qu'une seule réponse à donner, c'est non. Surprise ou non? Surprise, oui. Surprise. Donc, je disais qu'il y a des intentions, une intention clairement définie par le verbe. Lorsque également il a été question dans ses rangs de parler du troisième mandat, il a donné des directives très claires. Je ne veux pas qu'on en parle. Troisième candidature. Oui, je ne veux pas qu'on en parle. Et tous ceux qui ont dit qu'il n'a pas droit ont été exclus. On a vu Maître Moussa Diop aujourd'hui, donc je crois qu'il y avait Moustapha Diakhaté, etc. Donc tous ceux qui ont dit qu'il n'a pas droit ont été exclus, en tout cas sanctionnés négativement. Les autres, par contre, qui ont dit qu'il en a droit, ils sont promus. Ça, c'est un signal important. Troisième chose, évidemment, on voit des investitures de la part de ses partisans. Ça aussi, soit il est complice, soit il est même derrière. Donc il conditionne ceux qui vont demander son investiture. Donc à partir de ce moment-là, il y a des indicateurs très précis qui montrent que M. Macky Sall va ou tend à proposer sa troisième candidature. Donc nous avons dit qu'il fallait anticiper, parce qu'on sait ce qui s'est passé en 2012. Il y a eu plusieurs morts, plusieurs blessés, beaucoup de dégâts. C'est la même chose en Guinée, c'est la même chose en Côte d'Ivoire. Donc partout où il a été question de troisième mandat, il y a eu des morts. Donc pour anticiper, pour éviter justement qu'on en arrive à la récidive de ce qui s'est passé en 2011-2012, on a dit qu'il faut parler, il faut mobiliser les Sénégalais pour qu'ils anticipent, pour qu'ils disent à M. Macky Sall de ne pas présenter sa candidature, qui est porteuse de menaces dangereuses. L'homme qui en parle aujourd'hui est l'homme qui était là hier pour la même problématique, pour le même sujet, la même question, c'est-à-dire la troisième candidature, le troisième mandat. Alors, quel entendement en faites-vous lorsque, dans le cadre du processus démocratique, dans le cadre du combat et des acquis démocratiques, le Sénégal en arrive là aujourd'hui? Mamadou Mbodj. Ben écoute, le constat du procès non cumulatif porte soit à en pleurer, soit à en rire. En pleurer parce que c'est dramatique. C'est dramatique que l'on voit aujourd'hui M. Macky Sall, qui a été un des porte-étendards de la lutte contre le troisième mandat. M. Macky Sall, qui a théorisé cette lutte contre la troisième candidature et qui a avec panache, avec panache, je dis, parce que justement avec des acteurs aujourd'hui qui sont là à côté de lui et qui étaient là hier dans le cadre d'un même combat. Mais oui, justement, c'est parce que je disais qu'il a théorisé avec panache cette lutte contre la troisième candidature que c'est à la fois dramatique et triste et ridicule. Parce que lorsqu'on se réfère... Tu as dit dramatique, triste et ridicule. Oui. Le sens des mots. Lorsqu'on se réfère à la métaphore du Eid, qui dit très bien que cette prière comporte 2 rakas et chaque raka comporte le premier raka comporte 7
Allah Akbar, donc, et que le deuxième en comporte 5, évidemment, M. Macky Sall a très bien montré que 2 mandats, 7 plus 5, c'est 12, et que à partir de 12 ans au pouvoir, on ne peut plus faire un autre raka. Donc c'est très clair. Il a théorisé et il a dit que lorsqu'il procédait à la révision constitutionnelle 2016, il voulait justement verrouiller et donner au nombre de mandats une clause d'éternité. Et donc, voilà quelqu'un qui théorise de la plus belle des manières l'idée qu'il ne faut pas aller au-delà de 2 mandats. Il dit, Ken Douma ci dég, 3e mandat, Ken Douma ci dég. Personne ne me trouvera en train de parler de 3e mandat ou de chercher un 3e mandat. Donc, il a été un porte-étendard de cette bataille-là. Mais voilà qu'aujourd'hui, 12 ans après, il se met justement dans la peau de celui qui doit chercher le 3e mandat. Mamadou Mbodj, dites-nous présentement, alors qu'est-ce qui se joue réellement? Bon, il faut dire d'abord que il y a des choses qui ne peuvent pas être acceptables dans une démocratie. Au-delà de l'homme Macky Sall qui a combattu le 3e mandat et qui aujourd'hui cherche un 3e mandat, donc qui nous met dans une contradiction extraordinaire, il y a le fait que nous sommes dans une démocratie. Pourquoi êtes-vous convaincu qu'il tente ce qui est presque impossible, cette 3e candidature? Il y a des indicateurs très précis. Donc au-delà du fait que, évidemment, il a dit ni oui ni non, il a fait, c'est-à-dire posé des actes en sanctionnant les uns négativement et les autres positivement, mais encore récemment, il a dit que juridiquement, sa candidature était réglée et que ça ne dépendait pas que de lui. Tout ne dépendait que de lui. Alors que la Constitution est très claire dans la lettre et dans l'esprit. Dans la lettre, nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Dans l'esprit lui-même, laquelle Constitution n'avait pas besoin d'être interprétée, l'a interprétée de la meilleure des manières en tant que premier magistrat du pays. Il a dit, répété, comme j'ai dit, avec le Id, les 2 rakas et les 7 kabars, ou les 5 kabars, évidemment, il a dit et répété. Il a dit et répété qu'il a écrit qu'il en était à son second et dernier mandat. Second et dernier mandat. Mais alors, vouloir nous faire croire qu'il a droit à un quinquennat, 2e quinquennat, conformément à la Constitution, c'est vraiment non seulement nous prendre pour des demeurés, mais c'est essayer de nous manipuler et de nous faire croire qu'il peut briguer un 3e mandat. Et ça, c'est inacceptable. Oui, la question de la 3e candidature au 3e mandat, dans un contexte démocratique, à l'heure où nous sommes aujourd'hui, comment le comprendre pour vous? Mais est-ce que c'est compréhensible? C'est irrationnel. C'est totalement irrationnel. Alors, peut-être que, du point de vue de l'interprétation, on pourrait dire que M. Macky Sall est tombé sous l'effet de la drogue qu'est l'exercice du pouvoir. Le pouvoir est une drogue, évidemment, qui est très dangereuse, qui rend fou. Comme on l'a dit depuis Platon, Jacques Attali l'a répété, le pouvoir rend fou. Donc, à partir du moment où le pouvoir vous met dans un état de vertige, où vous prenez pour la projection orthogonale de Dieu sur terre, vous pensez être capable de tout faire, avoir la possibilité, évidemment, de faire ce que seul Dieu est capable de faire. C'est-à-dire donc, évidemment, faire tout ce qu'on veut, avoir le pouvoir de mort et de vie sur tout le monde, avoir la capacité, évidemment, de décider de tout et faire tout ce qu'on veut sur les autres. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas compréhensible, sauf par une analyse, évidemment, qui relève peut-être En 2012, lorsque vous meniez le combat avec M23, aujourd'hui, interrogation sur une démocratie à la sénégalaise. Pour retenir quoi finalement? Pour retenir que M. Macky Sall a dit que la question du 3e mandat est très claire dans les textes. Et qu'il suffit qu'on soit un démocrate pour respecter les textes. Donc ça veut dire qu'on est dans une démocratie sans démocrate. En vérité, il accusait M. Maître Wade de n'être pas démocrate et pour avoir tenté un 3e mandat, lui-même
nous donne la preuve qu'il n'est pas démocrate. Et ça, c'est important à retenir. Parce qu'en vérité, dans nos sociétés, il y a des cadres organisationnels, comme les partis politiques, qui appartiennent à des individus. Ah oui? Appartiennent. Vous parlez d'appartenance? Oui, mais ces partis sont pour l'essentiel, sauf à l'exception de quelques-uns, sont pour l'essentiel la propriété privée d'individus, qui en font ce qu'ils veulent. On a vu avec des PDS, on parlait de la seule constante. Aujourd'hui, on sait que depuis que Macky Sall est là, c'est lui qui décide de tout à Benno Bokk Yakaar. C'est lui qui décide de tout à l'APR. Donc, toutes les décisions sont prises par un seul homme. Et là, évidemment, ça revient à dire que cette concentration extraordinaire de tous les pouvoirs entre les mains d'un homme, ça ne relève pas de la démocratie. Et parce qu'il en est ainsi dans les partis, parce qu'il en est ainsi dans beaucoup d'organisations, ceux qui arrivent au pouvoir à travers une telle pratique ont l'impression que rien ne peut leur échapper. Ils concentrent tout le pouvoir et c'est l'hyper-présidentialisme, à la limite un présidentialisme monarchisant qui s'érige dans notre pays, et ça a des conséquences négatives parce que la démocratie ne vit pas, parce que ce qui représente la démocratie, ce n'est pas seulement des élections plus ou moins répétées, mais il y a beaucoup plus que cela dans la démocratie, oui. Et on ne peut pas l'avoir ici. Oui, et on ne peut pas le voir, mais le comprendre en termes de mécanisme, en termes d'acquis, en termes de combat. Le modèle démocratique sénégalais, oui, doit être interrogé aujourd'hui. Doit-on et pouvons-nous l'interroger en mettant de côté les acteurs et les hommes? Mais il faut non seulement s'interroger sur l'état de la démocratie, mais sur la démocratie elle-même. Sur l'état de notre démocratie, parce que comme j'ai dit, il y a aujourd'hui un processus non cumulatif, on n'avance pas, 2 pas en avant, 3 pas en arrière. On n'avance pas parce que du point de vue... C'est par le fait des hommes. Mais oui, ce sont les hommes. Parce qu'en vérité, ce sont les hommes qui sont les acteurs, qui sont les sujets de l'histoire. C'est eux qui font l'histoire. Et donc, lorsque les hommes ne sont pas à la hauteur... De la pire ou de la bonne des manières? Ben, au regard au Sénégal, de ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Au Sénégal, c'est la pire des manières. Parce que comme j'ai dit, les hommes ne sont pas à la hauteur de leurs attentes. Ils ne sont pas à la hauteur des exigences de la démocratie. Parce que comme j'ai dit, lorsque vous êtes dans votre parti, vous en êtes la seule constante, vous décidez de tout. Lorsque vous êtes à la tête d'un État, vous n'êtes pas un homme d'État, mais un homme de parti qui décide de tout, évidemment, vous ne pouvez pas faire avancer la démocratie. Vous ne pouvez pas faire avancer la démocratie parce que les principes démocratiques qui fondent la bonne marche d'une nation ne sont pas respectés. C'est la loi d'abord. La loi structure le vivre ensemble. Là, il n'y a pas, disait Montesquieu, de liberté sans loi, ni là où quelqu'un au-dessous là. Mais ces gens, ils se prennent comme s'ils étaient au-dessus de la loi. Ils ne respectent pas eux-mêmes les lois. C'est eux qui commencent par, justement, piétiner les lois. Et lorsque des gens se prennent, comme j'ai dit, comme la projection de Dieu sur terre, la projection orthogonale de Dieu sur terre, ils empiètent sur les lois. Ils font ce qu'ils veulent, indépendamment des lois qui régissent le pays. Et finalement, quel est le sens du combat que vous êtes en train de mener et l'acte de ce vendredi posé? Ben écoutez, d'abord, il s'agit de défendre la Constitution. Il s'agit de défendre la République. Il s'agit de défendre ce qui fait que nous sommes ensemble. Et ce qui fait que nous sommes ensemble, c'est la Constitution. C'est la Constitution qui structure notre vie ensemble. Donc, si quelqu'un décide de violer délibérément la loi, parce que, comme j'ai dit, c'est que la Constitution est très claire, et lui-même l'a interprétée de la meilleure des manières, et nul autre ne peut le faire mieux que lui, en tant que premier magistrat, en tant que dépositaire du suffrage universel. Donc, nul ne peut exercer plus de mandat consécutif. À partir du moment où lui-même décide de violer la Constitution, évidemment, nous, en tant que Sénégalais qui aimons ce pays-là, nous, en tant que patriotes qui sommes prêts à tout donner pour que ce pays reste une vitrine démocratique, nous sommes dans l'obligation de nous lever. D'abord pour protester, d'abord pour anticiper, d'abord pour dire attention, là où le président Macky Sall veut nous mener, c'est une aventure du chaos. Alors, donc, oui. À partir de ce moment-là, on s'est mis debout, on s'est mis en rang serré, on a créé les M24 et nous avons dit attention, nous voulons la paix adossée à la vérité. Alors, et c'est pourquoi aujourd'hui, on a invité les Sénégalais à aller ensemble, main dans la main, montrer à Macky Sall que nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'il fait. Qu'est-ce qui change finalement? On prend
le M pour mettre le F? Ou expliquez-nous aux Sénégalais qui vous écoutent finalement. Écoutez, est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a une continuité dans deux sens au moins. Oui. Le premier, c'est que c'est le surplace. Constaté. Continuité, oui. C'est le constat. Ouais, c'est le constat. Vous en convenez que oui. On est encore à part du 12 ans mandat. après, finalement. On est encore à part du troisième mandat. Deuxièmement, c'est l'esprit M23. C'est l'esprit F24. C'est le même esprit. C'est l'esprit qui porte à indigner, à s'indigner. C'est l'esprit qui porte à être réfractaire à l'injustice. C'est l'esprit qui porte à aimer que son pays avance et à se soucier de l'intérêt général. Cet esprit-là, vous avez une plateforme revendicative. Oui, cet esprit-là. Vous mettez quoi aujourd'hui? Cet esprit-là a créé le M23. C'est cet esprit-là qui a créé le F24. Oui. Et nous avons, à partir du moment où nous aimons ce pays-là, à partir du moment où nous ne pouvons pas supporter l'injustice, à partir du moment où nous ne pouvons pas supporter de voir quelqu'un violer délibérément la Constitution, nous avons créé le F23 autour quel mot d'ordre? de 4 points. Oui, M. Mbouit, lesquels? 4 points. Oui, D'abord, on va les développer au cas par cas. D'abord, oui. C'est le refus de la troisième candidature illégale et illégitime de M. Macky Sall. Notez. Nous avons dit que cette candidature-là est juridiquement inacceptable, moralement indécente, historiquement honteuse. Donc, on ne peut pas accepter cette candidature parce qu'elle est porteuse de menaces et de dangers pour ce pays. Premier point. Au deuxième point, nous avons dit qu'il faut abroger, supprimer les textes, les artifices juridico-politiques qui entravent l'éligibilité de candidats. Ça veut dire que nous avons le parrainage. À travers le parrainage, M. Macky Sall a filtré, choisi des candidats en 2019 et allègrement. Avec le code électoral, avec les articles L29, L30, L57 notamment, il a éliminé des candidats comme Khalifa Sall et Karim Wade. Oui. Nous pensons qu'il faut en finir avec ces articles liberticides, avec ces articles qui sont essentiellement écrits par un groupe d'individus et avec la visée d'éliminer des candidats. Donc une élection sans parrainage. Ou bien, en tout cas, le parrainage qui a été condamné par la CEDEAO, oui. Ce parrainage, on n'en veut pas. Vous proposez quoi à la place? Il faut un parrainage consensuel, ou alors en tout cas des dispositifs consensuels. Parce oui, qu'il n'appartient pas. Oui, parce qu'il y a quand même un dialogue qui a été annoncé. Est-ce que c'est dans le cadre du dialogue ou... Il n'appartient pas à M. Macky Sall seul et à son clan de tout décider. Il faut qu'il ait cette élégance que M. Abdou Diouf avait, de convoquer un dialogue consensuel et des décisions. Mais il a convoqué un dialogue. Oui, mais... expliquez-nous. Nous disons que M. Macky Sall doit avoir l'élégance de copier et de faire mieux que M. Abdou Diouf. M. Abdou Diouf avait compris le sens de l'histoire. Et cette décision de mettre à la tête du dialogue un arbitre neutre, c'était déjà une chose. Cette décision de dire je ne changerai pas une virgule, de mettre les acteurs dans des conditions idoines pour discuter sincèrement, profondément, ça, on ne l'a pas vu aujourd'hui. Mamadou Mbodj, pour la deuxième question, vous avez parlé du premier cas, la question des candidatures, donc une liberté totale pour les candidatures. Deuxième, non au parrainage tel qu'il est présenté. Et là, vous souscrivez à quoi? À un dialogue, puisqu'il y en a un qui est annoncé. Quelle va être la différence finalement? Attendez, nous on dit il faut arrêter ces artifices juridico-politiques, ces textes qui sont contraires à l'esprit même de la démocratie pour qu'on ait une élection inclusive. Donc, de ce point de vue, quelles en seront les modalités? Oui. Il faut peut-être qu'on en arrive à en discuter, certainement. Mais, encore une fois, ce n'est pas à M. Macky Sall, qui n'est pas candidat, d'imposer des manières de faire. Parce que lorsqu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui, il y a des centaines de prisonniers. Lorsqu'on voit ce qui se passe aujourd'hui, M. Macky Sall est en train de traquer, en tout cas de
malmener des candidats et à partir de la libération de tous les détenus politiques. Il faut les libérer, mais il faut arrêter de persécuter un candidat comme Ousmane Sonko. C'est-à-dire libérer tous ceux qui ont été arrêtés. Tous ceux qui ont été arrêtés sur la base de délits d'opinion, sur la base de revendications de droits élémentaires. Je donne l'exemple des gens de Nifdeg. Ça me trouble. On était en réunion, le lendemain, à Djamogun 3e mandat, le lendemain, ils sont allés à l'administration, ils ont libéré Pape Alé. Ils ont eu 2 mois de prison. Vous imaginez, ce sont ces petits délits-là, des gens qui revendiquent des droits élémentaires, des gens qui affichent, prenez le cas de Fadilou Keïta. Mais il y a Nitodoff aussi. Mais oui, c'est des il y en a une pelle. Oui, Cheikh Omar Diagne, etc. Ils sont très nombreux, Pape Ndiaye, etc. Ce sont des délits d'opinion et qui ne sont en prison que parce qu'il y a des dérives autoritaristes, parce qu'il y a une dictature en marche. Donc vous exigez la libération de tous ces détenus. Et la cessation des persécutions contre les candidats. Que l'on prenne la possibilité, qu'on donne la possibilité à ces candidats d'aller allègrement sans la sélection de M. Macky Sall. 4e point. Le 4e point, je dis, c'est la libération des détenus. Et le 4e point, c'est l'organisation d'élections libres, apaisées et inclusives. Il faut qu'on arrive dans ce pays-là à la première fois depuis 2000, parce que ce qui s'est passé dans ce pays, les 2 alternances, tout le monde contre Wade en 2000. Donc c'était du dégagisme. En 2011-2012... Oui, mais finalement, ce à quoi nous assistons, vous menez des combats. Alors, oui, il se pose également une question de gouvernance. Mamadou Mbodj, invité d'objection, coordonnateur de F24. Est-ce que vous avez réfléchi sur un mode de gouvernance différent qui va peut-être pas encore exposer le Sénégal justement à la répétition encore des combats ultérieurs? Écoute, cette question peut trouver 2 réponses. La première, on peut la chercher dans les résultats, dans les conclusions des assises nationales ou de la CNRI. Ces assises ont permis de réfléchir profondément sur le modèle démocratique sénégalais, sur ses forces et ses faiblesses. Donc je crois que rien qu'en puisant dans les conclusions ou des assises ou de la CNRI, on peut trouver les moyens de s'en sortir. En tout cas, une esquisse véritable pour sortir de cette situation. Mais la deuxième, c'est quoi? C'est qu'on est en 2023. On a eu l'épisode 2011-2012. Il faut tirer les leçons. Il faut tirer les leçons et voir quelles sont les voies et moyens qui doivent permettre à nous, Sénégalais, de trouver les solutions idoines pour que demain, il n'y ait plus de Macky Sall. C'est-à-dire un président hyper puissant qui décide de tout et qui peut tout faire et qui peut mener le pays à la dérive sans qu'il n'y ait aucune institution capable d'arrêter. Changer le type de régime. Mais peut-être que oui, mais il faut trouver les solutions. Et nous devons en avoir la capacité, l'intelligence sociale, évidemment, de trouver les bonnes solutions. Parce que, comme disait l'autre, l'humanité ne se pose que les questions qu'elle résout. Nous pouvons trouver des solutions. Il suffit qu'on y mette notre énergie, notre intelligence, et ensemble, nous pouvons trouver les meilleures solutions pour ce pays-là. Et la question de la gouvernance. Quelle appréciation faites-vous de la gouvernance sous Macky Sall? Parce qu'on a assisté à ce qui s'est passé à Ngor, par exemple, la situation du foncier, la situation de la définition des politiques publiques aussi nécessite réflexion. Quelle réponse? Mais j'ai dit qu'on est dans un présidentialisme monarchisant. Et c'est dangereux parce que M. Macky Sall a eu quand même de bonnes initiatives. En convoquant, par exemple, la CNRI. Où sont les résultats? Il a créé une commission sur le foncier. Où sont les résultats? Il a créé une commission sur l'éducation. 2 commissions. Les assises de l'éducation et les assises de l'enseignement supérieur. Où sont les résultats? Où sont les conclusions? Donc, ce qui est déplorable, c'est qu'on ait mobilisé beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent et mobilisé beaucoup de personnalités pour en arriver à des conclusions qui sont mises sous le boisseau. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas possibilité pour une institution autre de
canaliser M. Macky Sall et de lui interdire ou, ou d'arrêter ses pouvoirs. Et c'est ça qui est dommage. Parce que, comme j'ai dit, le pouvoir, quand il n'y a aucune institution pour arrêter le pouvoir arrête le pouvoir. Quand il n'y a pas de pouvoir pour arrêter le pouvoir, il n'y a pas de contre-pouvoir, évidemment, le président qui a tous les pouvoirs, concentre tous les pouvoirs, il fait ce qu'il veut. Et c'est ce mode de gouvernance-là qui entraîne des dérives. Parce que, évidemment, on ne fait que ce qui nous plaît. Comme ils disent, hein, ils font ce qui leur plaît et ils font seulement en fonction de leurs intérêts personnels. Et évidemment, on ne peut pas trouver une bonne gouvernance dans ce cas-là. Oui, vous avez parlé de gouvernance, mais aujourd'hui, il y a ce qui s'est passé à Ngor. Comment fonctionne déjà le F24? Parce que vous avez en votre sein la conjonction de la présence des partis politiques comme aussi de la société civile. Est-ce que vous ne prenez en compte que les combats politiques? Parce que tout ce que j'ai entendu, c'est des arguments politiques et justement les combats sur le plan social, sur le plan économique. Vous avez parlé de Ngor et de la gouvernance. Il faut s'incliner sur la mémoire des morts, regretter ce qui se passe. On a parlé d'une jeune fille qui est décédée, oui. Ouais, il y en a au moins un mort. Regretter ce qui se passe parce que ça montre simplement qu'il n'y a pas suffisamment d'écoute de la population. Il n'y a pas suffisamment de dialogue. Il n'y a pas suffisamment de prise en compte des désirs, des besoins des populations. Parce qu'on ne peut pas mettre partout des blocs de béton. Il faut qu'il y ait des aires de respiration pour les populations. Et si les populations se battent avec autant de vigueur pour s'opposer à ces décisions, c'est parce que ça leur tient à cœur que ces terres-là ne soient pas dévoyées, que ces terres-là ne soient pas accaparées par, même si ce sont des institutions. Donc on n'a pas suffisamment d'écoute, il n'y a pas suffisamment d'attention par rapport à la population. Mais ça, dans le cadre revendicatif, oui. Deuxième chose, c'est qu'en vérité, on va nous faire le reproche de ne pas nous occuper de questions sociales, de questions économiques. Mais ce qu'on oublie, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en vérité, la vie sociale, le vivre ensemble, est structurée par les lois. J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de liberté sans loi. La liberté, c'est ce qui donne à l'homme sa dignité. Donc, pour qu'une société puisse vivre, s'épanouir, exister même, il faut d'abord une base. Et la base, ce sont les lois. C'est pourquoi le plus important dans la vie d'un homme, c'est sa liberté. Et c'est pourquoi vous voyez des gens sont prêts à mourir pour la liberté. C'est pourquoi les gens se battent pour l'indépendance. Et c'est cette dignité-là qui est conférée par la liberté qui fait que nous sommes très attachés à ces lois. Nous sommes très attachés au respect des lois, au respect de la Constitution. Et sans les constitutions, il n'y a pas de vie économique normale. Parce que lorsqu'il n'y a pas de loi, le plus fort va s'accaparer du bien de l'autre. Lorsqu'il n'y a pas de loi, le plus fort va violer allègrement l'autre. Et donc, ce sont les lois qui fondent, qui sont le ciment, le socle, la clé de voûte du vivre ensemble. Et c'est pourquoi il faut s'attacher à ce que ces lois-là soient bien surveillées, qu'elles existent et qu'elles soient au-dessus de tout le monde. Mais lorsque les gens s'avisent à les violer, évidemment, ils sont en train de violer, en tout cas de saper les fondements de la société. Et ça, c'est inacceptable. Parlez-nous du fonctionnement des 24. On a parlé aussi de partis politiques, de société civile. Comment s'est organisé le fonctionnement au sein même de F24? Lorsqu'il faut faire la genèse du F24, il faut partir du mois d'octobre. Lorsque des leaders de la société civile ont décidé de créer d'abord Diamaguène 3e mandat. Donc c'était essentiellement des organisations de la société civile. Ensuite, pour élargir cette société civile, on est allé vers des syndicats, vers des imams, vers des pêcheurs. Et en février, on a décidé qu'il fallait aller plus loin. Parce qu'après avoir adressé une lettre ouverte au président, après avoir lancé l'appel du 31 janvier, date anniversaire de la mort de Mamadou Diop, on a dit qu'il faut aller plus loin, aller vers les partis politiques. Et donc on est allé à la rencontre des partis. Et en allant à leur rencontre, nous en avons trouvé qui nous ont dit attention, nous sommes dans la même démarche, à savoir essayer de rassembler le maximum de partis politiques. On a dit puisqu'il y a cette démarche-là, avec ce qu'on a appelé le groupe de contact, on a dit Diamaguène 3e mandat et le groupe de contact doivent discuter. Parce qu'il n'est pas question qu'il y ait deux groupes
différents qui cherchent à faire la même chose. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que Diamaguène troisième mandat, en se créant, voulait simplement s'en tenir au troisième mandat. Okay. Et que, alors que les partis politiques avaient d'autres préoccupations que j'ai déclinées tout à l'heure. Oui. Donc, après discussion, on a dit, bon, puisque c'est le Sénégal qui nous intéresse, puisque c'est l'intérêt général, il faut quand même discuter pour trouver un consensus. Et le consensus s'est décliné à travers ces 4 points-là. Et évidemment, en créant le M24, on a une plénière. Donc, dans la plénière figurent tous les leaders. On est aujourd'hui le 16 avril, lorsque on créait le F24, on était 112 organisations. Aujourd'hui, on est à 175 organisations. Donc, il y a ce qu'on appelle la plénière, il y a qui regroupe tous les leaders. Donc, c'est là-bas qu'on discute de tout, qu'on décide de tout. Alors, il y a un comité exécutif. Oui, maintenant, dans le fonctionnement aussi, un parti politique prend l'initiative d'organiser une manifestation. Que fait F24? Mais pour le moment, il faut dire que le F24 est structuré autour de 4 points. Et c'est ça notre préoccupation essentielle. Majeur. Parce que les partis politiques qui adhèrent, comme toutes les organisations, ils viennent librement. Ils peuvent sortir librement. Ils sont autonomes et font leurs actions à part. Okay. Donc, si vous êtes convié? Bien, on va y aller certainement. On va y aller. Mais chaque parti a son autonomie et continue ses activités. Chaque fois maintenant qu'on doit aller ensemble, on se met ensemble comme dans une famille et on fait les choses ensemble parce que c'est une unité d'action. Parce qu'il y a quand même la convocation d'Ousmane Sonko justement pour le 16. Alors, quelle va être l'attitude de F24? Ben, pour le moment, on n'a pas discuté de cela. On a retenu dans les objectifs du N24 qu'on ne peut pas tolérer que M. Macky Sall sélectionne les candidats et qu'il décide de qui va y aller et qui ne va pas y aller. Ça, au moins, c'est un principe sur lequel tout le monde est d'accord. Et aujourd'hui, non, la dernière fois qu'on a discuté, les gens étaient d'accord. Hier comme aujourd'hui, on est d'accord pour dire qu'on n'acceptera pas que M. Macky Sall sélectionne. On n'acceptera pas que sur des bases juridico-politiques, sur des bases qui ne sont pas acceptables, que M. Macky Sall élimine des candidats, y compris M. Ousmane Sonko. S'il advenait, évidemment, qu'il en décide ainsi et qu'il pose des actes qui doivent nous poser à réagir, évidemment, on va réagir conformément à dans le fonctionnement avec la manifestation de vendredi, quelle appréciation faites-vous de l'attitude des leaders? Chaque leader est venu avec une déclaration, mais on a entendu également des huées ça et là. Alors, comment appréciez-vous l'attitude des leaders politiques lors de cette manifestation? Ben, écoute, l'attitude des leaders a été irréprochable. Parce que même lorsqu'il y a eu quelques huées, il faut l'admettre, il y a eu en même temps des applaudissements, mais ceux qui ont fait l'objet de ces huées-là ont été véritablement soutenus par tous les autres, encouragés, félicités par tous les autres, pour leur courage d'être ensemble, pour l'unité évidemment qu'ils prônent et qu'ils préconisent. Donc ils sont unis dans le F24 et ils l'ont été jusqu'à aujourd'hui. On sent une unité, une volonté commune d'aller ensemble et de réussir ensemble. Donc de ce point de vue-là, on est très satisfait des leaders du F24. Alors vous avez parlé de cette jeunesse mobilisée qui est debout aujourd'hui par rapport à la définition des politiques publiques, par rapport à cette catégorie de la société. Quelle appréciation? Ben écoute, peut-être qu'il faut remonter un peu loin pour dire que nos sociétés sont des sociétés qui ont été pillées pendant longtemps. Des sociétés qui ont été sous domination. Et aujourd'hui, ce qui est lamentable, c'est que la décolonisation n'est pas un total, aussi bien économique que idéologique. Et c'est ce combat-là qu'on doit mener. Parce que c'est pas difficile à dire. Parce que le genou de l'Occident sur le cou de l'Afrique et du Sénégal, ce genou-là, on doit le lever. Mais est-ce que c'est pas facile aussi de tenir des discours plus de 60 ans après? L'Afrique n'est pas suffisamment mûre et majeure aujourd'hui pour se prendre en charge elle-même. Mais on est suffisamment mûr et majeur pour nous prendre en charge, mais ce n'est pas encore tout à fait le cas. Ce n'est pas encore tout à fait le cas dans la mesure où nos gouvernants
sont encore empêtrés dans des relations de domination vis-à-vis de l'Occident. Est-ce que c'est pas de là-bas qu'il faille corriger? Mais c'est justement cela, Oui. parce qu'il nous faut de vrais patriotes. Il nous faut des gens qui aiment leur pays jusqu'à en mourir. Il nous faut des gens qui sont capables de dire au nom de l'Afrique ce qui convient aux Africains. Il faut qu'on défende notre africanité. Il ne faut pas qu'on soit dans le suivisme et qu'on soit dans une aliénation totale par rapport à l'Occident. Et c'est ce combat-là qu'il faut mener. Parce que il est facile de dire que l'Afrique est indépendante, que le Sénégal est indépendant depuis 1960. Mais de quelle indépendance s'agit-il? Et j'ai tantôt dit d'ailleurs que la démocratie devait être interrogée, même ailleurs. Ouais. D'ailleurs, ce qui veut dire simplement qu'il y a une interrogation profonde à porter sur les systèmes à l'échelle du monde. Et aujourd'hui, le système sénégalais est un système qui a montré ses limites. Oui, Alioune parlait de démocratie en déclin, Mais, à tort ou à raison. mais en déclin partout. Parce qu'en vérité, est-ce que la démocratie n'est pas qu'un leurre? Parce que c'est vrai qu'on a dit depuis Spinoza que c'est la forme politique la moins mauvaise. La moins mauvaise. Mais si on regarde ce qui se passe à l'échelle du monde, il y a une abstention au niveau des élections partout en Occident. Une très grande abstention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le désir ou la volonté des plutocrates qui gouvernent les pays occidentaux, c'est de marginaliser le peuple. Ça, on s'est connu depuis les années 20 au moins. Les analyses de Marcuse, etc., ont montré que les tenants du pouvoir essayent de marginaliser le peuple et de les tenir pour des producteurs et des consommateurs. Des producteurs de travail, ils travaillent et ils ne font que consommer. Donc c'est ce qu'on va appeler l'abrutissement du peuple, la crétinisation du peuple. Parce que on les traite comme des sous-hommes dans la mesure où on leur ôte même la capacité de réflexion. C'est-à-dire que tout ce qu'on tue chez l'homme, c'est l'esprit critique. Et on les amène maintenant à consommer. Consommer quoi? Il faut jouir. Manger, boire, à satiété, alcool, sexe, musique, sport. Donc, on est branché sur la consommation, sur le divertissement. Et à partir de ce moment-là, l'esprit critique est tué. Et quand l'esprit critique n'existe plus, évidemment, on manipule les gens. On les manipule, on leur fait admettre et on les fait consommer ce que l'on veut en termes d'opinion. Et on les manipule. Et l'exemple le plus souvent, c'est l'exemple de la guerre d'Irak. Pendant la guerre d'Irak, on a manipulé l'opinion mondiale tout entière par des mensonges. On leur a expliqué que l'Irak était un pays dangereux, que Kadhafi était un homme dangereux. Ils étaient surarmés. Sur la base, on a montré avec des films qu'il y avait des hangars où il y avait des armes extraordinaires. Des mensonges. Et à partir de ces mensonges-là, tout le monde presque a applaudi quand on a commencé la guerre en Irak. Mais le but, c'était quoi? C'était économique. On voulait s'accaparer du pétrole. On a tué des millions d'hommes en manipulant les gens. C'est cette démarche-là de manipulation qui existe dans la démocratie occidentale. Et qui existe aujourd'hui à la guerre de l'information également. Mais oui, on a vu des arrestations de journalistes ça et là. Est-ce que le véritable problème n'est pas justement le combat autour de l'information? Mais c'est ça le vrai combat. Aujourd'hui, on parle d'arrestation et souvent on ne maîtrise pas les enjeux que constitue l'information aujourd'hui. Mais je disais qu'il y a une manipulation. Oui. À l'échelle du monde. L'intoxication, la manipulation, la propagande, les fake news et tout. Il faut faire la genèse. C'est-à-dire que pendant jusque peut-être les années 2000, ce sont les grands médias qui existaient, télévision, etc. Et ces médias étaient l'apanage, la propriété privée des grands, des riches. À part quelques gens qui pouvaient se révolter un peu, c'était des moyens de manipulation très puissants. Mais avec l'Internet, avec les réseaux sociaux, évidemment, tout le monde peut
parler à tout le monde. La Les gens s'interpellent et se répondent. L'information s'est démocratisée davantage. Mais malheureusement, la manipulation s'est agrandie. Et aujourd'hui, les analystes disent qu'on est à l'ère de la post-vérité. On est à l'ère de la manipulation. Les mensonges, la propagande, on ne peut plus les maîtriser. Les gens créent des fake news. Et c'est difficile. Quelqu'un disait qu'aujourd'hui, l'homme est à la fois surinformé et non informé, mal informé, et sous-informé. Sous-informé. Et donc, et il est incommunicant. Incommunicant. Il est assailli d'informations et il ne communique plus malheureusement. Est-ce que l'absence de régulation forte ne compromet pas encore davantage ce que vous avez énuméré comme résultat? C'est que la régulation devient difficile aujourd'hui. Parce qu'avec les réseaux sociaux, comme j'ai dit, chacun a sa télé, chacun a sa radio. Chacun peut interpeller quelqu'un au bout du monde, lui parler, le manipuler, lui envoyer des fake news. Et donc, à partir de ce moment-là, on est dans un monde très compliqué. On est dans un monde très compliqué. Comme j'ai dit, à l'ère de la possibilité, la manipulation et les mensonges font profusion. Et alors, il faut... Et quand l'esprit critique meurt, ça devient très dangereux. Où se situe la solution aujourd'hui? Faudrait-il insister sur l'éducation, la sensibilisation? Je crois que la seule solution, c'est ça. Il faut que les gens en reviennent à l'éducation. L'arme la plus puissante pour changer le monde, disait Nelson Mandela, c'est l'éducation. Et par un développement du système culturel aussi. Absolument. Qu'il faudrait qu'il y ait une meilleure éducation qui permette de doter les gens de capacités, évidemment, à cerner, à identifier les fake news. Il y a des techniques aujourd'hui. Il faudrait qu'il y ait une très forte éducation, une éducation qui porte les gens à l'acquisition de l'esprit critique, à déconstruire les discours et à comprendre les enjeux. Tant que les gens ne comprennent pas les enjeux, évidemment, ils ne peuvent pas aller de l'avant. Et donc, il faut quand même une éducation de qualité, une éducation d'excellence qui permette de déconstruire, de décoloniser les mentalités et qui permette évidemment aux gens de choisir le chemin qu'il faut pour aller. Oui, vous avez parlé de l'éducation, de la sensibilisation, et cela nous renvoie aussi à la question identitaire aujourd'hui. C'est également un enjeu principal, au-delà de la déconstruction. Dans un contexte mondial où l'uniformisation suit son cours, et les repris identitaires, évidemment, vont avec. Et ça va être très compliqué parce que il est important que les gens quand même puissent revenir à leurs sources. Aujourd'hui, nous avons besoin de revendiquer notre africanité. Nous avons besoin de nous ressourcer dans ce qu'il y a de meilleur dans notre africanité. Parce que si on ne le fait pas, on est dans le mimétisme. On est dans le mimétisme. Et si on analyse bien ce qui se passe en Occident, on se rend compte qu'on est dans une situation en déclin. Est-ce qu'il faut suivre des gens qui sont en déclin, les mimer, les singer? Je pense que non. Il faut quand même qu'on puisse, nous, dans le grand arc des possibles, choisir une voie qui est notre voie, qui est la voie qui n'est pas celle de la guerre, qui n'est pas celle du surplus de sexe et de violence. Et une voie nouvelle qui permet de nous réconcilier avec notre passé, avec notre africanité. Mais le contexte est déjà assez difficile, avec une sous-région assez complexe, où en Guinée, vous avez suivi, on a parlé de plus de 7 morts. Le Burkina Faso est dans une situation également très difficile. Le Mali, n'en parlons pas. Justement, au Sénégal se pose la question aussi du 3e mandat, de la 3e candidature. Vous êtes du F24. Quelle alternative aujourd'hui pour permettre au Sénégal d'éviter ce piège aujourd'hui de la déstabilisation? C'est très inquiétant au moment où nous parlons. Parce qu'on a l'impression qu'on est en face d'un pouvoir sourd et aveugle, qui ne s'en tient qu'à ses désirs. Et c'est là où c'est dangereux. Parce que si le pouvoir prêtait attention à la population, il se rendrait compte que ce qu'il y a de mieux pour le Sénégal aujourd'hui, ce n'est pas d'aller vers la confrontation avec la population. Ce n'est pas d'aller vers
des pratiques qui vont dans le sens d'éliminer des adversaires, qui vont dans le sens de surarmer les forces de défense et de sécurité et de manipuler la justice. Il faudrait que le pouvoir en revienne à ce qu'il y a de mieux pour ce pays. C'est un dialogue sincère. C'est un repli sur ce qui fait de ce pays-là une vitrine démocratique. Que pensez-vous de ce dialogue qui est annoncé? Mais quel dialogue? On ne peut pas annoncer un dialogue en persécutant les opposants. On ne peut pas parler de dialogue en maintenant dans les prisons des innocents qui n'ont fait que revendiquer des droits élémentaires, qui n'ont fait qu'exprimer des opinions. On ne peut pas parler de dialogue dans l'air. Le dialogue doit être sincère. Le dialogue doit être un dialogue ouvert, mais un dialogue respectueux des principes élémentaires de la République. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. C'est ça d'abord. Il faut que M. Macky Sall dise clairement aux populations qu'il ne va pas se présenter en 3e mandat. À partir de ce moment-là, il peut ouvrir un dialogue parce qu'il y a une rupture de confiance entre Macky Sall et la classe politique. Ah oui? Une rupture totale. Parce que comme j'ai dit, M. Macky Sall a organisé plusieurs fois des dialogues. Jamais il n'y a eu un consensus. Chaque fois, il a imposé ses conclusions. Parfois, quand il y a eu un consensus, comme à la CNRI, avec le foncier, etc., les assises, il a mis sous le boisseau. Donc, à partir de ce moment-là, les acteurs qui ont assisté à toutes ces concertations-là, évidemment, sont déçus et n'ont plus confiance. Alors cette rupture de confiance-là ne permet pas aujourd'hui de créer un dialogue sincère et ouvert. Alors, jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Quand je dis vous, je parle de F24. Pour le moment, nous sommes autour de ces questions-là. Nous sommes organisés pour faire aboutir nos revendications. Et pour rappeler à nos auditeurs qu'il s'agit de la question de la candidature, du parrainage, de la libération des détenus, mais également la dernière question, c'est qu'il faut qu'il y ait une élection libre, apaisée et transparente. On s'en tient à cela et nous savons et nous pensons que c'est ça qui va faire évoluer les choses. Parce que lorsque les Sénégalais comprendront que la paix du Sénégal, la stabilité de ce pays nécessite que tout le monde puisse aller dans le sens de la vérité, s'accorde que la vérité, c'est que M. Macky Sall ne peut pas se présenter. La vérité, c'est qu'il y a trop de prisonniers politiques. La vérité, c'est que M. Macky Sall ne doit pas sélectionner par son pouvoir décisionnel, évidemment, les candidats à la présidentielle. Que M. Macky Sall doit créer les conditions d'une élection libre, inclusive et apaisée pour 2024. Si les Sénégalais sont d'accord sur ça, pour dire que c'est ça la vérité, alors ensemble, nous allons cheminer vers la paix. Et cette paix est possible. Elle est possible simplement à la condition que M. Macky Sall et son clan renoncent à nous en imposer, renoncent à nous brutaliser, à nous réprimer et renoncent évidemment à violer la Constitution. Monsieur Mbodj, une dernière question. Quelle est justement la faiblesse à laquelle est confrontée notre démocratie? Je crois que la première faiblesse, ce sont les institutions. Les institutions ne sont pas suffisamment fortes pour centre-canaliser. Le pouvoir arrête le pouvoir. Il ne faut pas qu'il y ait un pouvoir exécutif hyper puissant qui puisse endiguer sur les prérogatives du pouvoir législatif et sur les prérogatives du pouvoir législatif, exécutif, législatif et judiciaire. Donc si ces institutions sont fortes, déjà pour centre-arrêter, centre-endiguer, évidemment il y a déjà un progrès important. Si M. Donald Trump était au Sénégal, mais il serait resté président. C'est parce que les institutions sont très fortes aux États-Unis qu'il n'a pas pu faire autre chose. Donc, mais ces institutions sont fortes sont les œuvres d'hommes forts. Et notre il faut qu'il y ait des hommes de vrais démocrates. Quel regard sur le fonctionnement de notre justice? Mais il faut des vrais démocrates, des vrais patriotes qui puissent aider à instituer des institutions fortes. C'est à partir, s'il y a une sorte de conjonction qui fait que les hommes forts peuvent installer des institutions fortes. Malheureusement, aujourd'hui, au Sénégal, ce à quoi on a assisté, c'est qu'on voit des gens qui ne sont pas seulement des démocrates. Comme j'ai dit, ils gèrent leur parti comme une propriété privée. Et arrivés au pouvoir, ils gèrent l'État comme une propriété privée. Le Sénégal est-il un État de droit?
Ben écoute, aujourd'hui, c'est difficile à dire, dès lors qu'un état de droit respecte les droits élémentaires des individus. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, non. Malheureusement, comme je dis, il y a 356 personnes qui croupissent dans les prisons pour des délits d'opinion. On crée une justice à plusieurs vitesses qui sanctionne en sélectionnant, une justice sélective. Parce que lorsque un opposant prononce quelque chose qui ne va pas dans le sens du pouvoir, il est mis en prison alors que de l'autre côté, quelqu'un dit pire. Nous avons l'exemple, j'ai dit tout à l'heure, de Fadilou Keïta. Il a écrit sur sa page Facebook qui est personnelle: j'espère qu'on n'a pas tué mes amis. Un autre de la paire dit à la télévision, à haute intelligence voix, qu'on a tué ces personnes-là. L'un est en prison depuis plusieurs mois, l'autre se vadrouille dans les rues. Mais c'est cette justice sélective-là. Arbitraire. Elle met des gens au-dessus des lois. Et quand quelqu'un est au-dessus des lois, il n'y a plus de liberté. Lutter contre l'impunité. Il n'y a plus de droit. Lutter contre l'impunité. Mais l'impunité est là. Elle est massive. Et elle ne profite qu'aux gens du pouvoir, malheureusement. Parce qu'on sait depuis que M. Macky Sall est au pouvoir, qu'il a lui-même dit qu'il a mis le coude sur le dossier. On a vu beaucoup de personnalités politiques épinglées qui sont même indexées, accusées par des rapports, mais qui n'ont subi aucune sanction. Au contraire, ils ont été promus. Donc, à partir de ce moment-là, il est difficile de parler d'un état de droit. La toute dernière question. Vous avez été coordonnateur de M23, aujourd'hui coordonnateur de F24. Comment faire pour éviter demain que l'histoire ne se répète pour nous présenter un M 2035? Oui, au sortir de votre dernière manifestation de ce vendredi, êtes-vous resté optimiste, pessimiste quant à la perspective? Optimiste, parce que moi je crois que nous les hommes, nous sommes les sujets de l'histoire. Nous devons avoir l'intelligence sociale au Sénégal de dépasser cette situation. Nous devons avoir l'intelligence sociale de faire comprendre à M. Macky Sall que la voie qu'il a empruntée n'est pas la bonne. Si M. Macky Sall et ses compagnons reviennent à la raison, comprennent que ce Sénégal-là vaut tous les sacrifices, que ce Sénégal vaut évidemment qu'ils renoncent à leur intention de nous en imposer, alors ce sera un début de solution. On aura un début de solution parce qu'on va éviter le pire. Il ne faut pas qu'ils tentent l'aventure du chaos. Si on évite le pire, alors on peut aller vers des élections inclusives. Les Sénégalais pourront choisir librement un candidat parmi ceux qui sont présidentiables, hormis Macky Sall. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, on peut entamer une nouvelle ère au Sénégal. Parce que dans le grand arc des possibles, il faut trouver le chemin, le meilleur chemin qu'ici au Sénégalais. Parce qu'on est à la croisée du chemin. L'Afrique, le Sénégal peuvent aujourd'hui dépasser tous les autres pays. Nous avons des jeunes, ils sont dynamiques, ils sont nombreux, de dividendes démographiques. On a une richesse énorme, c'est la paix. On a des terres, on a de l'or, on a des richesses. On a des gens intelligents et bien cultivés, compétents. Mais il suffit simplement qu'on ait des hommes courageux, dignes, honnêtes, sérieux à la tête de ce pays pour que la trajectoire change. L'éthique. C'est ça l'éthique. L'éthique au cœur de tout. Merci Mamadou Mbodj. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et aux hommes de marquer l'histoire, mais surtout aux hommes de faire l'histoire également. Merci. C'est le mot de la fin pour rappeler qu'il a été notre invité, Mamadou Mbodj. Il est le coordonnateur de F24. Encore une fois, un grand merci. Merci et bonsoir à tous les auditeurs. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain. Gardez l'écoute sur la 98.5. Place maintenant à Awacho et son invité. Au revoir. Mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé